C'est un dossier évidemment éminemment politique, c'est un dossier évidemment aussi qui est complexe et technique, c'est un dossier que l'on connaît depuis longtemps, à la fois dans son histoire, dans sa genèse, mais aussi dans ses aléas et, il faut le dire aussi, dans ses rapports de force avec des intérêts qui sont différents. Parce qu'il faut aussi dire les choses. Les intérêts des opérateurs ne se confondent pas, quels que soient les opérateurs, je n'accuse personne, avec l'intérêt général de la Corse dans ce dossier. Et je peux dire que rares ont été les fois où les intérêts des opérateurs, quels qu'ils soient, se sont confondus avec l'intérêt de la Corse. Quand je dis l'intérêt de la Corse, je veux bien sûr penser au personnel de ces compagnies, je veux penser aux entreprises, je veux penser évidemment aux familles, puisque nous sommes dans une île et que c'est un réseau sanguin, le transport maritime, qui fait que tout dépend, en termes de coût de la vie, en termes sociaux, en termes économiques, de ce secteur. Et il faut aussi le poser comme cela dans la façon que nous voyons les choses, et y compris dans l'état des lieux de nos divergences, qu'il faut assumer et qu'il faut démocratiquement acter pour avancer. D'un côté, j'entends, on est dans le débat serein, et je trouve que le débat est serein sur un sujet aussi important, et c'est très bien. Je veux saluer aussi le caractère serein du débat, et on est dans le débat d'idées nobles en la matière, et c'est très bien. J'entends les critiques qui visent à considérer que nous aurions pu aller sur d'autres domaines de, je vais prendre un mot qui synthétise cette parole sans vouloir trop synthétiser, de compromis. C'est le terme qui est évoqué par Jean-Michel Savelli quand il a véhiculé avec beaucoup de passion d'ailleurs et de volonté de démonstration la nécessité de retenir l'option des OSP dites compensées. Bien. Je dois dire qu'évidemment, là, sans rentrer dans le détail technique, nous avons une divergence de fond méthodologique qu'il faut acter. Notre conception, et je pense qu'on n'est pas les seuls, je me retourne évidemment avec Vanina Borromei, dont nous assumons le parcours depuis 2015 d'une ligne qui a été une ligne de rupture avec l'avant 2015, et c'est fort heureux. Nous avons une conception de service public qui fait que pour nous, je ne dis pas que c'est le cas pour vous, mais en tout cas pour nous c'est peut-être un peu trop épidermique et ça nous semble nécessaire de le poser comme ça, le caractère prioritaire du service public, y compris dans les conséquences de la mise en concurrence, qu'il faut respecter, ça reste en tout point et en tout lieu, je ne veux pas dire l'intérêt général de la Corse, parce que vous êtes aussi porté là-dessus, mais le territoire, les acteurs économiques, les acteurs sociaux dans leur diversité. Or, ce que j'entends même inconsciemment dans votre recherche de compromis, c'est surtout le caractère prioritaire du compromis entre opérateurs. Parce qu'on ne peut pas dire que qualitativement, le contenu garanti si la Commission européenne y acquiesce du contrat de service public, qui sont des contrats usuels, qui peuvent être rattachés d'ailleurs à des organisations qui sont les entreprises publiques locales, puisque je vais rappeler, après je reviendrai dessus, que si nous avons choisi la CEMOP, c'est pas simplement parce qu'on fait du fétichisme, c'est tout simplement parce que la CEMOP est une transcription en droit français d'une loi votée en 2014 à l'unanimité du droit européen sur les appels d'offres en partenariat public-privé, qui permet de choisir à la fois dans le même appel d'offres l'actionnaire privé associé au public et le contrat afférent, qui peut être un marché, une concession ou un contrat de délégation de service public. Donc il ne faut pas présenter les choses comme étant épidermiques du point de vue de la Commission européenne de ce que c'est un contrat de service public. Mais nous avons une divergence dans la recherche du contenu de ce service public. C'est-à-dire que nous avons l'ambition, d'aucuns diront la prétention, recherchée par la présidente actuelle, comme nous autres, de dire que le service public doit avoir comme premier objectif la nécessité d'un progrès économique et social. Dans le progrès économique et social, évidemment, il y a la nécessité de la bonne gestion des deniers publics, de la bonne, je vais y revenir, des compensations, avec pour but la baisse tarifaire continue, la baisse du coût de la vie. Donc, je vous ferai remarquer qu'il est le principal marqueur de la rupture entre 2015 et avant 2015. Je vais quand même rappeler. Premier palier de baisse sur les biens de consommation, moins 9%, de 45 à 40, poursuivi par Vanina Borromei à 35, réitéré aujourd'hui, sur moins 18% par rapport à l'avant 2015 sur les biens de consommation courante, moins 53% sur les tarifs à l'export. On est passé de 45 le mètre linéaire à 25 le tarif export. Puis maintenant, on passe à 20. Et puis le tarif export plus pour les autres produits, on est passé aujourd'hui à 15 alors que c'était à 20.
C'est-à-dire 53% de baisse à enveloppe qui a baissé. Enveloppe qui a baissé. C'est-à-dire que donc le premier objectif radical de notre recherche de service public a été satisfait et continue d'être satisfait. Le progrès social, dans la mesure où effectivement il y a la nécessité de poursuivre ce débat sur le coût de la vie, mais là, encore une fois, je fais une petite parenthèse, ce qui nous renvoie aux discussions et qui est souvent abordé ici, c'est qu'évidemment, lorsqu'on arrive à avancer sur le tarif du bras de mer en coût de la vie, il y a un problème après sur le routier, sur la grande distribution. Mais ça renvoie aux discussions institutionnelles, ça, il faut dire les choses, y compris à l'autonomie. Parce que nous n'avons pas de capacité d'intervention institutionnelle sur le domaine du transport routier en termes tarifaires, de prix ou sur la grande distribution. Pour l'instant, ça renvoie au prix du carburant, mais ça renvoie au prix des marchandises. Je ferme la parenthèse. Donc, premier niveau. Deuxième niveau, il y a évidemment le legs. Ça a été évoqué en ces termes par Paul-Félix Benedetti. La question sociale. La question sociale de l'héritage. La question sociale pour essayer aussi de bien dédier le personnel et de trouver des compromis sociaux qui font que le personnel est bien dédié au service public. Or, il y a eu là aussi rupture. Je vais rappeler quand même que du temps feu SNCM, où on fermait bien les yeux, les personnels qui étaient sur la ligne du Maghreb émargeaient sur le financement de la dotation de continuité territoriale. Aux yeux de tous, assumé comme contrat politique. C'était un détournement de fonds à grande ampleur. On n'est pas dans la petite vision, là, on est dans le détournement de fonds. Et là, je rejoins les propos de Paul-Félix Benedetti, nous étions des boîtes aux lettres. Et c'est une réalité quand on est rentré avec Jean-François Santogne dans les comptes de la SNCM, quand on est allé à Marseille, parce qu'on s'est rendu à Marseille du temps de liquidation, on est allé dans les locaux saisir les documents. C'était ça, ni plus ni moins. Il n'y avait pas de contrôle, rien du tout. Mais évidemment, dans ce domaine, on a mis de l'ordre. Il y a eu évidemment du contrôle. Il y a le contrôle, et je vais quand même saluer le travail de 2015 à Vaina-Borromée, poursuivi par Flora Maté, c'est que vous trouvez dans ce contrat de délégation de service public, ça a été souligné, je pense, par tout le monde, les éléments de rupture radicale en termes d'évaluation, de contrôle, y compris dans ce qu'on appelle les comptabilités analytiques dédiées, y compris évidemment sur la façon de verser la dotation par 12e, avec évidemment un solde à la fin après vérification, qui n'existait pas avant 2015. Des modalités de contrôle rigoureuses qui n'existaient pas du tout avant 2015 et qui a permis une gestion rigoureuse à la fois de baisse radicale de dotation dès 2016, mais qui s'est poursuivie même en temps de pandémie. Et Dieu sait qu'on ne peut pas dire et excuser le président de la République sur la pandémie lorsqu'on dit que, j'ai entendu ces bruits-là un jour dans un débat, qu'il avait bien agi économiquement grâce à du temps de pandémie. Il n'est pas considéré que dans ce domaine-là, nous avons sauvé le service public maritime et aérien grâce aux économies réalisées. Grâce aux économies réalisées. Et je ne rejoins pas les chiffres évoqués. Nous sommes passés de 130 millions d'euros en 2007 à 104 sous l'ère Jacob. Et puis, effectivement, on est tombé à 71, 72. On a 85 de moyenne malgré la pandémie. Malgré la pandémie, ce qui est exceptionnel. Et malgré l'évolution des coûts. Et malgré la non-indexation de l'enveloppe de continuité territoriale, qui est restée une enveloppe constante depuis 2009. Ça a été évoqué par Paul Coastal. Donc je suis désolé, mais ce sont des éléments-là, effectivement, de maintien d'un contenu de service public en termes économiques, social et puis environnemental, dans les recherches d'amélioration des choses qui sont indiquées dans ce contrat, qui ne peuvent être assurées que dans une logique de contrat de délégation de service public et non dans des OSP compensés. Donc si compromis doit être trouvé pour nous, c'est un compromis entre une vision de la Commission européenne de ce qu'est l'île, de ce que sont ses nécessités, d'où effectivement le constat aussi du rapport de force permanent que nous avons eu tous à subir. Ça a été rappelé au début que lorsque nous sommes arrivés en 2016-2017 et poursuivis par Vaina-Borromée, nous avons eu une Commission européenne heureuse d'avoir un changement de braquet, parce qu'elle était soumise au contentieux, parce qu'elle voyait la surcompensation partout, heureuse à essayer d'avoir des solutions et de transparence et de méthodologie, etc. Et puis on constate, en 2019, en 2020 et puis en 2021, que la Commission européenne n'a pas le même avis interprétatif. Mais là, on n'est pas dans le juridique. Là, on n'est pas dans le juridique. Là, je vais le dire clairement, on est dans le lobbyisme et pour la force politique. Surtout que, selon les périodes, l'État nous a plus ou moins accompagnés. Et je vais quand même mettre le doigt où ça fait mal par rapport à l'excellent travail réalisé en ce temps de crise. C'est que nous l'avons tous vécu en cette fête, en fin d'année 2021. La guérilla que nous a fait le préfet Le Large, y compris sur la dotation de continuité territoriale, le rattrapage des 96 millions d'euros qui n'étaient pas attendus, qui sont arrivés en condamnation à verser, tout ça a interagi
dans la nécessité de démontrer encore une fois, malgré tout, je dis bien encore une fois, parce que ça avait déjà été démontré 2 ou 3 fois auparavant, qu'il y avait non seulement besoin d'un service public, qu'il fallait se mettre d'accord avec un périmètre, et qu'il fallait pas discuter la nature même de ce service public à travers le contrat de délégation de service public. Il a fallu de nouveaux tests. Ce travail fastidieux a été réalisé par les services, par Flora Maté, par les équipes du Conseil exécutif, alors que nous étions au moment de crise où nous étions au bord du précipice concernant le service public maritime, imposé par un rapport de force politique. Et ça, c'est un aléa, une nouvelle donne qui fait que ils ont eu, le président, la présidente, les services que je salue, à préserver les acquis, à jouer en défense, à préserver les acquis face à des adversaires qu'il était moins enclin qu'en 2016 à entendre. Mais cette période-là, on ne peut pas la passer sous silence. C'est la période de ces quelques mois. Eh oui, il a fallu jouer en défense et préserver les acquis. Ça me rappelle quand je suis allé un jour en commission des finances avec François Pouponne et qu'il a fallu faire barrage à un amendement d'une députée En Marche qui voulait supprimer le PEI pour la Corse, à minuit. Voilà. Si on n'avait pas été là, peut-être que l'amendement serait passé, on n'aurait pas eu de PEI au détour de loi des finances. Eh bien, c'est pareil. Ça s'appelle jouer en défense et remettre le métier sur la brèche pour continuer à défendre l'intérêt général de la Corse. Et pour ça, je les en remercie. Et moi, sur le contrat en question, je n'ai absolument rien à dire, bien au contraire, si ce n'est qu'il s'inscrit dans le sens qualitatif d'un service public que l'on veut, dont le seul élément prioritaire de base doit être l'intérêt des Corses, pour les entreprises, le corps social, et bien sûr les opérateurs, mais en second lieu, qui doivent aussi faire l'effort de se mettre à niveau et arrêter ce rapport de force entre délégataires, entreprises et l'intérêt de la Corse que nous avons trop subi. On l'a subi en particulier lors de l'épisode de l'aide sociale. Je ne vais pas revenir sur pourquoi a été réalisée l'aide sociale au nom d'un deal qui a été réalisé, qui ne disait pas son nom, dont le niveau de compromis était celui des opérateurs. Maintenant, je pense que tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, je crois que c'est ce curseur-là, le niveau de différence, qui justifie que nous sommes attachés à la contractualisation d'une délégation de services publics. Sur la question de la CEMOP et de la compagnie territoriale de services publics, bon, je pense que personne ne serait étonné d'entendre que nous restons totalement attachés à la compagnie territoriale de services publics. Simplement, c'est la différence effectivement dans le jeu politique entre ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont en gestion. Nous avons eu à subir, l'exécutif a eu à subir, un rapport de force récent où, encore une fois, nous avons failli sauter dans l'abîme concernant ce service public. Ça veut dire qu'on est obligé de reprendre des forces au sens de la capacité à se projeter. Parce que lorsqu'on parlait de la CEMOP à l'époque en 2016, et je remercie Jean-Martin d'avoir rappelé, et c'est important que la droite avait voté le projet. La droite a voté le projet, parce que c'était une recherche de compromis politique, d'abord au sein de la société corse. Moi, je ne vais pas faire de sanctuarisation de la CEMOP, que les choses soient claires. Je vais simplement dire pourquoi la CEMOP avait été choisie, tout simplement parce que c'est un niveau compromis à l'intérieur de l'époque de la majorité et de la droite, donc une majorité absolue à voter pour ce projet, CEMOP-SM, je le rappelle, mais aussi parce que c'était un niveau de compromis avec la Commission européenne, et juridiquement, et idéologiquement au moment où nous l'avons fait. Ça, il faut le dire, c'est très clair. Nous n'avons pas sorti la CEMOP parce que nous avons sorti la CEMOP parce que c'était conforme en tout point au partenariat public-privé et au fait de rattacher un contrat de service public à un appel d'offres qui choisissait un actionnaire dans le cadre du droit européen et que c'était une structure faite pour cela. Donc c'est pour cela que nous avons choisi la CEMOP et que nous nous étonnons encore une fois que des méandres d'autres intérêts politiques et économiques ont fait virer un petit peu de manière très interprétative la Commission, et c'est pour ça qu'il faudra prendre le temps de revenir sur cette question et de la structure de gestion. Mais on reste attaché, parce que c'est là une différence fondamentale avec certains ici, c'est que nous ne cherchons pas simplement que les appels d'offres se déroulent bien, que le contentieux n'existe plus et que les opérateurs fonctionnent, nous tous ici. On recherche la volonté de progrès social, économique et environnemental pour notre pays à travers le transport maritime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la poursuite de la baisse tarifaire. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, autant que faire se peut. Ça veut dire, évidemment, faire en sorte qu'il y ait des évolutions environnementales sensibles à travers l'outil naval, un outil naval qui doit être dimensionné à terme par la propriété à la force publique liée à chaque ligne, et on sait qu'en matière maritime, l'outil naval est spécifique à la ligne, donc ce travail-là avait déjà été réalisé, il demande du temps, il demande la capacité à générer des investissements.
et à pouvoir financer ces investissements et à pouvoir faire en sorte que l'on ne se trompe pas d'outil naval, évidemment avec la transition énergétique qui va avec dans le contexte méditerranéen et corse que vous connaissez tous. Et évidemment, dans cette réflexion de dimensionnement de l'outil naval, il y a aussi la réflexion, ça a été évoqué par Paul Félix-Benedek, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais qui demande une transition. De savoir si on va rester à 5 ports, de savoir si on va faire du cabotage. Ce sont des réflexions qui avaient déjà eu lieu. Simplement, aujourd'hui, vu le séisme que nous avons eu à vivre, il faut reprendre le temps de le mettre en œuvre, cette question-là. Parce qu'évidemment qu'à la clé, il y a non seulement des diminutions de coûts, de fonctionnement par rapport à l'enveloppe, mais il y a aussi, évidemment, de manière vertueuse, une capacité économique à avoir le juste service public qui permet de poursuivre les objectifs. Et puis derrière, il y a aussi les métiers. Les métiers à la fois formation des hommes, parce que nous voulons un niveau social haut pour notre pays, et pas bas, et ça c'est un élément qualitatif important, y compris que les jeunes qui sortent du lycée maritime de Bastia et autres puissent trouver des emplois sur ces lignes de service public, et pas que. Et que l'on puisse avoir aujourd'hui, comme il y en a qui sortent aussi fort heureusement et qui intègrent déjà les compagnies, continuer à générer cette capacité. Et puis même, je vais aller plus loin, améliorer les sous-traitances. Améliorer les sous-traitances, y compris dans les réparations des outils navals. C'était un volet qu'on avait évoqué. Mais tout cela, ça se prépare, ça s'appelle le progrès lié au service public. Et pour se projeter dans ce progrès du service public, effectivement, nous pensons qu'il faudra aussi passer demain par une USPL, c'est très bien indiqué dans le rapport, à concevoir, et il faudra convaincre la Commission, mais aussi par les compagnies territoriales de service public, tout simplement parce que ce sera le meilleur gage d'un meilleur encore contrôle renforcé, d'un caractère dédié aux lignes de service public des opérateurs, et de ne pas assumer le fait d'être armateurs nous-mêmes, puisqu'il s'agit de faire entrer la collectivité dans l'exploitation, de ne pas être armateur soi-même. Je rappelle que, pourquoi la CEMOP? Tout simplement parce que, même en cas de participation minoritaire au capital, nous avions un droit de blocage. Même à 34%. Parce que tout simplement, la CEMOP est dédiée aux lignes de service public. Et donc ça sépare évidemment les opérateurs privés avec leurs autres activités, etc., etc. Je pourrais revenir pourquoi les arguments, mais ce n'est pas l'objet. Mais l'idée, évidemment, c'est d'abord de reprendre des forces, j'allais dire, d'installer et de rassurer sur un modèle économique et social environnemental sur 7 ans qui tienne la route pour se projeter. Je note, personne n'a évoqué, que dans ce contrat de délégation de service public, il y a une clarification que nous avions recherchée à l'époque et qui a fait couler beaucoup d'encre, sur les biens de reprise et les biens de retour. C'est dans le contrat, de manière claire. C'est-à-dire qu'on a l'assurance dans ce contrat qu'on rentre enfin dans une clarification sur les biens de reprise et les biens de retour. Je ne vais pas vous rappeler les grands chambardements entre la liquidation SNCM, la reprise de l'outil naval, le fameux outil naval qui, à la tribunal de commerce en novembre 2015, avec l'ensemble des actifs de la SNCM, avait été cédé 3 millions d'euros. Après, on dira qu'il n'y a pas eu de deal. Passons. C'est l'histoire ancienne, dira-t-on, mais quand même. Donc, il y a une clarification majeure là-dessus qui ne fait qu'il y a une projection concrète qui est faite dans le contrat. Alors évidemment, si nous n'avions pas vécu ces rapports de force permanents, si nous avions eu un État partenaire, et pas un État évidemment qui, dans ce domaine-là, a été au mieux dans l'attentisme, au pire dans la distribution de pots de banane, pour que évidemment, on puisse glisser et chuter à un moment important de l'histoire de la Corse. Nous serions allés plus vite. Mais je crois qu'il ne faut pas douter aujourd'hui ce qui est en jeu à travers le vote de ce contrat de service public, et je pense que l'exécutif s'exprimera aussi derrière pour aller dans le sens, c'est déjà de reprendre force et de faire en sorte que la maison soit solide pour poursuivre ce travail qui est celle du progrès économique, social et environnementale, et d'une conception du service public totalement maîtrisée, qui mette aussi de l'ordre et de la régulation entre nos opérateurs, dont je ferai remarquer que depuis 40 ou 50 ans, ils sont toujours les mêmes. Hein. On est à 3, on n'est jamais à 4. Il faudra se poser les questions, pourquoi il n'y a jamais 4? Toujours 3. Alors un coup, ça se fait la guerre, un coup, ça se met d'accord. Bon, fin de la parenthèse, parce que ça aussi, ça fait partie du paysage. Et ça fait partie du paysage, ça veut dire que chacun doit faire preuve de responsabilité. Chacun doit faire preuve de responsabilité. Alors, personne ne doit imposer aux opérateurs quoi que ce soit. Mais les opérateurs n'ont pas imposé à la collectivité de Corse, dans la limite des discussions en Commission européenne, ce que doit être le service public pour l'avenir de notre pays, de sa jeunesse, de l'économie de ce pays. Le premier niveau de réflexion qui doit, à mon avis, conditionner le vote, c'est l'intérêt général du territoire de la Corse dans l'ensemble de ses acteurs. Je vous remercie.